Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, Mohamed Lotfi, qui est acteur originaire du Maroc et qui a émigré au Québec afin d'étudier le cinéma. En 1989, il a conçu l'émission Souverains Anonymes qu'il enregistrait avec des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Ceux-ci pouvaient s'exprimer à l'aide de différentes formes d'art comme le théâtre ou la musique. Après 30 ans, 1000 épisodes et plus de 25 000 détenus au micro, l'émission s'est terminée. Monsieur Lotfi offre maintenant des ateliers théâtraux aux détenus et digitalise ses archives qui sont disponibles sur Internet au souverain.qc.ca. Monsieur Mohamed Lotfi, merci d'avoir accepté l'entrevue avec nous aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est, même encore aujourd'hui, un peu tabou. On parle de votre émission Les Souverains Anonymes. Mais tout d'abord, vous êtes marocain d'origine. Et puis, comment s'est passée votre arrivée au Canada? Par quel chemin? On sait que parfois, certains vont y aller directement, d'autres vont passer par la France, vont passer par d'autres pays avant. Comment ça s'est passé, votre arrivée? En fait, bon, c'est ça, je suis né au Maroc et jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais bien chez moi. J'ai connu toutes sortes d'expériences dans le milieu des arts, on va dire, le théâtre, le cinéma, la télévision. Et à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai fait 2 voyages en Europe, 2 voyages qui ont été déterminants pour moi parce que j'ai pu m'ouvrir sur le monde, tout un autre monde avec lequel j'étais déjà un peu quand même familier, puisque dans le cadre de mes activités en théâtre et en danse, parce que j'ai fait beaucoup de danse classique, donc l'Europe, la France, l'Allemagne, ces voyages m'ont permis d'être de plus près de ce monde-là auquel j'aspirais. Et donc, j'avais déjà eu mon bac, j'étais déjà inscrit à la faculté en philosophie. Et puis, à un moment donné, après ce 2e voyage en Europe, disons que le sentiment d'aller plus loin, de sortir, de vivre ça, et non pas seulement le temps des vacances, mais de vivre ces moments de culture, de liberté. Ce sentiment était pressant chez moi. Et donc, j'ai fait des demandes un peu partout. Vraiment, même en Irak, j'ai été vraiment très loin parce que je voulais étudier le cinéma. J'avais acquis quelques expériences, j'ai été un peu acteur dans quelques films et tout ça, mais je voulais vraiment maîtriser l'art cinématographique en devenant moi-même cinéaste. Et donc j'ai fait des demandes un peu partout. Et il se trouve que, alors que j'étais en Allemagne, pendant 6 mois, j'ai reçu la première réponse, ça a été le Québec, l'Université Laval, département du cinéma. Et donc, je suis rentré tout de suite au Maroc, j'ai préparé mes valises, tout ce qu'il faut pour arriver le 28 décembre 1981. Et j'ai dormi ma première nuit au motel Gagnon, au boulevard Sainte-Foy, à 2 pas de l'université. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au Québec. Je ne m'attendais pas à y rester pour 40 ans, ça fait 40 ans maintenant. Oui. Exactement, mais disons que les premières années ont été très intéressantes, formatrices pour moi, parce que avec le cinéma, avec l'Université Laval, après ça l'Université de Montréal, j'ai étudié aussi en art plastique, j'ai même fait plusieurs expositions en tant que peintre. Et puis, il faut dire que, puisque mon ambition première, c'était le cinéma, j'ai rencontré tout de suite un peu de difficulté parce que j'avais oublié un petit détail, c'est que pour faire un film, là, on ne le fait pas en quelques mois, Non, en mois, en quelques semaines. Et je me suis dit, bon, j'ai croisé la radio, vraiment comme on croise quelqu'un, comme on croise une femme, une belle femme. Et c'est comme ça que j'ai été vraiment très séduit par la radio. Je me suis dit, en attendant de faire des films, je vais faire de la radio. J'en avais déjà commencé à en faire un peu, mais en commençant à faire de la radio, je pouvais faire des émissions très vite, j'avais pas besoin d'attendre des semaines. Et j'avais avec moi
quand même mon expérience cinématographique. Et mes premières émissions radiophoniques, elles étaient déjà un peu cinématographiques parce qu'ils étaient montés. J'avais pas l'habitude, moi, de parler devant le micro en direct. J'ai commencé à monter mes émissions et à les projeter à travers les ondes de Radio Centre-Ville, là où j'ai commencé. Moi aussi, Et j'ai commencé là. ah bon, ben voilà, c'est une belle école, Radio Mhm. Centre-Ville, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et après ça, ben, j'ai été à CIBL, CKRL, Basseville, bref. Mais les premières 5 ans, 1985-1990, sont déterminants. Ils m'ont permis vraiment à la fois non seulement de m'approprier l'outil radiophonique, mais aussi de m'intégrer vraiment dans cette nouvelle société, le Québec. Mhm. Et ça a même, je dirais, accéléré beaucoup le processus d'intégration. Même si, bon, je parlais français, les fameuses valeurs, les valeurs québécoises, je les avais dans mes bagages quand je suis arrivé. Donc, c'était pas ça la question, c'était beaucoup juste être là. Et la radio, non seulement m'a permis de m'intégrer, mais m'a permis de me présenter. Ma première émission radiophonique s'appelait À toi arabe. En réalité, j'aurais pu l'appeler À toi québécois. Et c'est aux Québécois que je m'adressais pour un petit peu me faire connaître, moi, l'arabe, le marocain, l'africain, le musulman, bref. Et ce qui est intéressant dans ce processus d'intégration, c'est que j'ai commencé à me présenter en tant que moi, le marocain, l'arabe, l'africain. Et puis à un moment donné, c'est devenu, ben, moi, le québécois, le nouveau québécois, le canadien, le nord-américain. Et puis, bon, ben, aujourd'hui, c'est plus. Aujourd'hui, je suis tout ça à la fois. Et je suis très content de cette belle et longue expérience. Ça a commencé comme ça. Eh bien, vous avez mentionné Radio Centre-Ville, c'est une radio que j'affectionne particulièrement et pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est une radio qui est à Montréal, située sur le boulevard Saint-Laurent dans le Myland. Et puis, c'est une radio qui est multiethnique, multiculturelle. Donc, elle intègre des francophones, des anglophones. Il y a même, j'ai travaillé avec des Haïtiens qui m'ont particulièrement marqué parce qu'à 2 heures du matin, eux étaient vraiment là. Hop la vie, ça chantait, ça dansait dans le studio, toujours le sourire. À 3 heures du matin, ils finissaient leur émission. Moi, je commençais à 6 heures, donc j'arrivais un peu plus tôt. Et puis, ça m'a toujours marqué, ces gens-là qui étaient tellement là, heureux d'être là et en amour profond avec la radio. C'est drôle de voir d'autres communautés qui s'intègrent. Justement, c'est un bel outil d'intégration que d'être mis en contact avec des gens. On parle pour la communauté, mais aussi pour les Québécois. Ce qui est intéressant avec cette radio-là, c'est qu'on entend d'autres choses. Comme là, bon, vous dites « à toi l'arabe », mais le Québécois pouvait y trouver son compte de Ben, c'est trouver une émission qui... arabe, mais je le dis en français. C'est qu'à partir du moment que vous dites ce que vous voulez, mais vous le dites en français, vous êtes au Québec. Mhm. Là où il y a pour moi un petit problème, c'est lorsque vous dites les choses, je ne sais pas moi, en espagnol, vous adressez juste aux Espagnols, ou en créole, vous adressez aux Haïtiens. Et bon, moi j'étais avec l'équipe francophone. J'étais pas avec une équipe arabophone. Je m'adressais pas aux Arabes. Je n'avais pas besoin des Arabes. Ils n'avaient pas besoin de moi. Juste pour vous dire, parce que j'ai travaillé beaucoup plus tard à Radio-Canada aussi, j'ai chroniqué beaucoup. Et à un moment donné, dans une chronique, juste pour vous donner une idée, et un peu, ça vous donne un peu une idée de ma vision des choses, de l'intégration. J'ai participé à une émission, donc l'après-midi, Radio-Canada. On était 5, c'était tout un concept, ça s'appelait le Conseil des Nations. Nous étions 5 de différentes origines et l'émission, ce qui s'attendait de nous, c'est un peu nous faire connaître à travers nos cultures, etc. Mais moi, j'étais un petit peu rebelle là-dessus. Je ne venais pas là pour me parler de ma culture, je voulais parler surtout de comment moi je suis devenu dans ma nouvelle culture. Et un jour, on nous a posé la question, lorsque vous êtes arrivé au Québec, comment vos communautés vous ont accueilli? Et tout le monde a répondu, chacun à son tour, en disant oui, moi, ma communauté m'a reçu comme ci, comme ça. Arrivé à mon tour, j'ai dit écoutez, c'est simple, moi quand je suis arrivé, je voulais rencontrer tout le monde, sauf des Marocains.
Moi, j'ai pas été reçu par les Marocains. Les Marocains, je venais de les quitter, là. Les Marocains sont restés au Maroc. Moi, je suis venu au Québec. Je suis venu rencontrer les Québécois dans toute leur diversité. La réponse a un petit peu suscité un peu d'étonnement, mais j'ai dû m'expliquer pour dire, bon, les Marocains, c'est ma famille. Et, mais à un moment donné, vous quittez votre famille pour aller voler de vos propres ailes. Donc, quand je suis arrivé, non, vraiment, c'était, je voulais rencontrer les Québécois, les Québécoises en particulier aussi, et dans cet univers de l'Université Laval, la cité universitaire, ben, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai vraiment été très, comment dire, nourri, enrichi par ces rencontres, par ces expériences. Et voilà, la preuve, c'est que j'ai marié par la suite une Québécoise. J'ai deux garçons qui sont québécois. Bref, la question pour moi ne se pose plus si je suis un Québécois ou pas. Je suis un Québécois. Et voilà. C'est presque pas de dire vous êtes tombé en amour avec le Québec, mais vous êtes arrivé en décembre, vous dites, Oui. 81. Ça devait être quand même assez froid, là. Quelqu'un qui part du Maroc, qui est habitué à des températures quand même chaudes, vous arrivez ici au Québec et c'est froid. Le choc culturel et aussi le choc météorologique, ça a dû être quand même difficile. Est-ce que vous étiez jamais venu au Québec avant? Non, non, bien sûr, mais j'avais derrière moi deux grands voyages en Europe Mhm. où j'ai pas été dans le nord de l'Europe, je n'avais pas vu la neige comme je l'ai connue à mon arrivée un 28 décembre 81, mais j'ai été quand même déjà quand même assez ouvert, assez disposé à des nouvelles aventures. Et la neige, ça a été, oui, une aventure, mais une aventure que j'ai traversée, je pense, très, très, très bien, puisque entre le motel Gagnon et l'Université à Laval, j'ai dû marcher et glisser plusieurs fois, tomber, se relever. Et je pense que ça a été mon baptême de feu avec la neige dès mon premier jour de mon arrivée au Québec. Mais c'est pas la neige, c'est surtout quand même la mentalité. C'est ça qu'il fallait appréhender, les mentalités. On est quand même au Québec, c'est un coin du monde. Chez les Nordiques là. On est dans une autre mentalité. On n'est pas en Méditerranée. On n'est pas. Il fallait appréhender, explorer, découvrir, s'adapter à cette mentalité-là. Et c'est quand même un peu plus long que 2 ou 3 jours à appréhender la neige, quoi. Et après, à la fin des années 80, en 89, vous avez une idée qui, j'imagine, origine de vous de faire de la radio. Vous étiez déjà dans la radio, mais là, vous avez une idée d'aller faire une émission avec des détenus à la prison de Bordeaux. Euh, Comment ça s'est venu à votre esprit de dire j'aimerais aller explorer ce monde-là qui est caché derrière les barreaux. Est-ce que ça se faisait ailleurs déjà? Est-ce que vous aviez une idée qui était déjà en partie dans un autre pays? Parce que personnellement, je pense pas que ça existait avant. Non, ça se faisait pas, ça se faisait pas. Et justement, en tant que journaliste, j'ai commencé le journalisme en 79, déjà au Maroc. Ma démarche journalistique a été, d'une façon naturelle, hein, sans vraiment le penser, a toujours été d'aller là où les autres ne vont pas. Je suis vraiment le journaliste qui va là où les autres ne vont pas, ou très peu. Et ça a toujours été depuis l'âge de 19 ans jusqu'à ce jour où l'idée d'aller en prison m'est venue vraiment, comme ça a été une suite tout à fait logique, à la fois parce que je veux aller là où les autres ne vont pas, mais aussi parce que avant d'aller en prison, il y a eu beaucoup de projets que j'ai réalisés, des projets radiophoniques, qui m'ont amené de fil en aiguille, de projet en projet. C'était à chaque fois où est-ce que je peux aller le plus loin, où est-ce que je peux aller le plus loin. Et
un an, 2 ans avant Bordeaux, avant d'aller à Bordeaux, j'ai commencé une expérience vraiment intéressante. D'abord, j'ai commencé à donner des cours de radio au Cégep Rosemont et je disais aux étudiants, la radio, pour moi, la radio, et surtout la radio communautaire, si vous voulez qu'elle soit vraiment communautaire, allez la faire en dehors de la radio. Faites de la radio en dehors de la radio. Sortez de la radio, sortez avec vos micros, allez à la rencontre des gens et faites donc de la radio avec les gens là où ça se passe. Prenez le son, non seulement le son, les voix, mais aussi le bruit dans la rue. Toutes ces ambiances-là que vous côtoyez font partie de ce que vous rencontrez et nourrissez vos émissions avec tous ces sons-là. Donc déjà, vous voyez, parce que je venais du cinéma, il y avait chez moi cette approche très... Et puis, pour leur donner l'exemple, je suis sorti moi-même dans la rue et dans la rue, ben, j'ai croisé des sans-abri et j'ai réalisé vraiment, ça a duré plusieurs semaines, tout un projet radiophonique, cinématographique, multimédia, avec les sans-abri de Montréal, avec à dernier recours. Et j'ai rassemblé autour de moi vraiment une équipe d'une vingtaine de personnes. Et pendant des jours, on diffusait en direct des émissions et tout en faisant à l'avance des reportages que j'allais faire un peu avec des spécialistes parce que le phénomène des sans-abri dans ces années-là était avec le phénomène de la désinstitutionnalisation. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue et donc c'est devenu un phénomène important et il fallait trouver des solutions. Et moi, je me suis dit, avec la radio, et je ne me suis pas contenté de la radio, j'ai vraiment amené des caméras de cinéma. J'ai fait appel à mes anciens copains avec qui j'étudiais en cinéma qui sont venus avec leurs caméras et vraiment, ça a créé tout un événement. Et c'est à partir de cet événement-là, un jour, je rencontre le roi des sans-abri et je lui demande simplement où est-ce qu'il est Chita. Est-ce qu'il est Chita, là? Parce que Chita, c'était un petit peu comme un peu son bras droit. Je l'appelais son premier ministre. Et il me répond, il est à Bordeaux. Et franchement, vraiment dans ma tête, Bordeaux, je me dis, c'est le roi des sans-abri. Il a envoyé un émissaire à Bordeaux et j'avais pas cliqué tout de suite. Et quand j'ai compris qu'il s'agit de prison, c'est vraiment en ce moment-là que l'idée a été semée. Pourquoi pas aller voir Chita en prison, faire une émission avec lui? Et très vite, mais pourquoi seulement Chita? Pourquoi pas aussi les autres? Au point même, j'ai oublié Chita. J'ai commencé tout de suite à rédiger un projet et je l'ai envoyé comme ça, comme une bouteille lancée à la mer, à la prison de Bordeaux. Et il faut dire qu'il y avait, je ne sais pas, les astres étaient bien alignés pour que le projet soit accepté très rapidement. Il faut rappeler qu'on était en 89, quelques semaines après la chute du mur de Berlin. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait que les esprits étaient bien ouverts et les gens qui étaient là, des gens vraiment extraordinaires de l'administration de Bordeaux, que ce soit le directeur, la sous-directrice, des gens vraiment magnifiques, même des bénévoles qui travaillaient au fond des détenus et qui m'ont vraiment accueilli, chose qu'ils ne font pas du tout. Le projet, on le reçoit, on l'étudie, on l'accepte pas. Mais là, il y avait comme un besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et ça a été magnifique. On m'a donné, je me rappelle, le directeur m'a dit, voilà, vous avez 5 minutes pour nous parler de votre projet. Je pense que j'ai resté là au moins 1 heure. Mais vraiment, je m'enflammais. C'était vraiment tout un plaidoyer pour, non pas pour je parlais pas parce que je savais très bien que le souci du directeur, ça a été de parler des conditions de vie. Or, je leur dis, non, je suis surtout pas là pour parler des conditions de vie. Ça ne m'intéresse pas, les conditions de vie. Moi, je suis là pour faire parler les gars, parce que ce qui m'intéresse, c'est leur avenir, c'est leur futur, c'est leur rêve. Et je pense que de cette façon-là, ils ont été convaincus, donc ils m'ont autorisé
une expérience de 6 mois qui a été reconduite tout de suite après. Et ce qui est intéressant, moi qui avais promis de ne jamais parler des conditions de vie, ben 2 ans plus tard, ce même directeur-là qui m'a ouvert les portes, ben je l'ai invité. Ça a été la première fois, je pense, dans l'histoire de la radio, qu'un directeur de prison rencontre des détenus dans le cadre d'une émission de radio et qui parle avec eux des conditions de vie. Donc, la question, c'était surtout la question de confiance. Il fallait que je leur prouve que peu importe de quoi on parle, on va en parler, mais ça va être constructif, ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Et d'ailleurs, le directeur est sorti de cette émission, émerveillé. Mais vraiment, il n'en revenait pas du travail que les détenus ont fait pour préparer leurs questions, pour préparer leurs témoignages. Ils ont fait devant lui du théâtre, ils ont fait beaucoup de choses. Il n'en revenait pas. Et donc, il était très content d'avoir dit oui à ce projet. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une complicité qui a duré des années avec ce directeur. Même après, quand il n'était plus directeur, il a toujours continué à soutenir ce projet. Et puis, le 10e anniversaire de Sauver Anonyme, je l'avais invité comme invité d'honneur. Et puis, j'avais invité aussi le ministre Serge Ménard à l'époque. Et puis, donc, tout ça pour dire que le projet a commencé de cette façon-là, mais aussi il fallait qu'il se poursuive, il fallait qu'il se maintienne. Et ça, c'était une autre paire de manches parce que je n'avais pas toujours eu nécessairement des gens comme ce premier directeur, comme celle qui était la sous-directrice aussi, en fait c'est elle qui m'a ouvert la porte, Madame Nicole Quesnel, une femme formidable, qui était le numéro 2 de la prison de Bordeaux. Ces gens-là sont vraiment, il faut le dire, hein, il y a dans les services correctionnels des gens extraordinaires. Et c'est grâce à ces gens-là que des projets comme le mien ont pu connaître, ont pu se réaliser. Voilà. Évidemment, c'est pas facile de travailler en prison, c'est pas toujours évident. Il faut se battre, il faut toujours se battre, mais je pense que j'étais déjà un petit peu entraîné au Maroc, où j'avais déjà eu des projets là-bas, notamment à la télévision nationale, où j'ai dû me battre bien plus que ça. Donc j'étais un peu entraîné pour faire face à la chanson, si vous voulez, parce que quand même, franchement, c'est pas toujours évident. Non, avec les détenus non plus. Pour moi. Comment? Avec les détenus non plus, c'est pas facile. Parce que là, bon, eux, est-ce qu'ils ont été un peu, comme on dit en anglais, briefés à qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pas quand même une tribune où ils peuvent s'exprimer, mais il y a quand même un certain cadre. Ça doit être difficile de leur imposer ce cadre-là au départ. Quand ça fait des années que ça dure, bon, les gens sont un petit peu au courant de ce qui se passe avec votre émission. Mais là, dans les débuts, si quelqu'un prend le micro et se met à déblatérer n'importe quoi, il faut quand même le contrôler un peu, là. Ça a dû être un petit peu difficile de ce côté-là, pour certains, là. Oui, absolument, mais bien sûr. Mais je ne sais pas, écoute, moi, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, que ce soit au Maroc, au Québec, avec toutes sortes de projets, dans toutes sortes d'aventures, je pense m'a préparé à ce projet et à faire face à cette éventualité, justement, des détenus qu'il faut encadrer, qu'il faut accompagner, qu'il faut parfois maîtriser carrément. Mais très franchement, dans l'ensemble, si je dois parler de difficultés, je dirais que c'est pas du côté des détenus que je les ai eus, vraiment, parce que pour vous dire, la toute première rencontre, j'ai appris tout de suite quelque chose, c'est que lorsque un détenu justement va aller, nous on va à droite et lui veut aller à gauche, eh ben l'idée c'est pas de le ramener à droite, c'est de faire d'une sorte de dire à tout le monde, tiens, lui veut aller à gauche, ça me dérange pas, nous aussi on va aller à gauche. C'est-à-dire de faire d'une sorte que ce que le détenu veut dire, et je vous donne l'anecdote, et je la raconte dans mon livre Vol de temps. Au début du livre, je raconte cette anecdote, elle est pour moi très importante, ça a été le début, ça a été le baptême de feu. J'arrive
Je suis dans une salle, encore, on n'a pas de studio, on m'a offert une salle tout à fait, vraiment sale, lugubre, Glauque. glauque, vraiment. Et j'arrive avec ma petite cassettophone, je la mets sur la table, je mets le micro. Et aussitôt après, il y a quelques gars qui viennent d'entrer. Ils ne savent pas tout à fait c'est quoi l'activité. Et puis il y en a un parmi eux qui il voit le micro, puis il est quand même déjà un peu fasciné par le micro. Il le voit, puis comme s'il voyait un jouet, comme un enfant qui voit un jouet. Et donc il se précipite, il prend le micro et il commence à le regarder vraiment. Et puis c'est comme si le micro était devenu quelqu'un. Et bien, il commence à parler au micro comme s'il parlait à quelqu'un. Et là, il s'est isolé dans un coin en parlant toujours à ce quelqu'un, en lui disant des choses. Puis à un moment donné, il levait le ton, il levait le ton. Et puis moi, là, je regarde ça, je me dis, bon, il faudrait bien que je branche mon micro, il faudrait bien quand je commence, il faudrait bien que je... Mais au lieu de ça, je me suis dit, je veux quand même voir. C'est moi qui arrive dans leur terrain. Il faut que je m'adapte. Et je regarde, et ce gars-là, il commence à un moment donné à crier, puis il dit, oh ouais, dentiste, ça, j'ai mal, j'ai très mal, j'ai mal. Puis il parlait à ce micro comme si le micro allait résoudre son problème. C'est comme un outil de magie, tu sais. Et même pas 2, 3 minutes après, la porte s'est ouverte. Il y a un gardien qui rentre. Il appelle ce gars par son nom, Dibble, que les gars appelaient débile. Et, et il lui dit simplement Dibble. Il dit ouais, il dit dentiste. Et là, tout le monde est parti à rire, puis en même temps, il se dit waouh, il appelle le dentiste dans le micro qui n'est même pas branché. Le gardien rentre et or, on a appris après que ce gars-là nous a joué un tour. En fait, il savait qu'il allait être appelé au dentiste. Et puis, j'ai trouvé, bon, je me suis dit, OK, c'est pas grave, le micro n'a pas été branché, j'ai pas enregistré ce moment-là, mais nous avons quand même vécu quelque chose de magique. Et par la suite, je pense quelques 6 mois plus tard, je me suis trouvé à Tanguay, chez les filles, à la maison Tanguay. Et là, je me suis dit, je ne vais pas répéter la même erreur que la première fois. Je vais bien brancher le micro avant de laisser rentrer les filles. Je branche le micro, les filles rentrent. Il y en a toujours une qui, qui est plus fascinée que les autres par le micro. Elle prend le micro dans sa main et elle dit, oh boy, ça fait 6 mois que je n'ai pas touché un micro. Eh bien, ça fait déjà 27 minutes qu'on parle et donc la première partie de l'émission est terminée. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore sur TVC Basse-Lièvre. Nous, on continue l'entrevue avec Mohamed Lotfi. On rentre dans le sujet. Alors, si vous voulez nous suivre, eh bien, suivez-nous sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube. Et donc, n'oubliez pas aussi qu'on est en balado-diffusion sur Apple Podcast, Spotify et aussi SoundCloud. Merci d'avoir été là. Et donc, vous êtes entré à Tanguay. La dame dit « Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans un micro. » On voit tout de suite l'analogie. Ça part comme ça, mais c'est le moment magique. C'est de créer cette étincelle-là. Et puis, je suis sûr que l'autre, le fameux Dibble, a créé cet instant-là magique chez les autres gars. Dire « Hey, wow, la radio peut nous apporter quelque chose. On peut émettre des souhaits dans ça et ça peut se réaliser. » Tout à fait, tout à fait. Le mot est juste. Il fallait que je maintienne justement cette magie. C'était un peu comme si moi je rentre avec une bougie, ce sont les gars et les filles qui l'ont allumée, et moi mon rôle c'était de garder cette petite flamme, de la garder tout le temps, en me servant toujours justement de leur capacité d'émerveillement. Il faut dire que moi, dès qu'il y a un vide, il faut que je le remplisse. Donc, je suis, avec mon passé d'homme de théâtre, de comédien, de conteur et tout ça, je leur raconte énormément d'histoires. Je les invente. Mais j'invente des histoires en m'inspirant de leurs propres histoires, en m'inspirant du moindre petit geste que je vois devant moi et qui donne lieu à une histoire. Et par la suite, ils prennent la relève. Et c'est comme ça que on permet l'expression. On permet aux gars de se dire. Et alors, donc fondamentalement, c'est ça, Souverain Anonyme.
que ce soit dans sa formule radiophonique ou plus tard dans sa formule multimédia, cinématographique, théâtrale. Toutes sortes de projets ont été créés parallèlement à Souverain Anonyme, l'émission de radio. Et toujours avec le même but, celui de permettre aux gars de dire, de se dire, mais aussi, et ça c'est important de le dire aussi, parce que c'est un petit peu l'aspect, disons, pas très exploré par les journalistes, mais qui est quand même très important, et même le plus important, c'est que Souverain Anonyme, c'est fondamentalement une émission d'éducation. Je ne dirais même pas une émission d'éducation, mais une activité d'éducation pour les détenus. C'est-à-dire, alors qu'avant bien de recevoir les invités, avant bien même de commencer à préparer pour préparer les questions, les témoignages et tout, il y a un travail d'éducation auprès des détenus qui arrivent quand même avec, on va dire, avec certaines carences. On parle d'éducation, on parle de culture, on parle de culture générale, on parle de... Je vous donne un exemple comme ça, quand on a reçu, par exemple, Michel Chartrand. C'est pas tous les gars qui connaissaient Michel Chartrand. C'est pas tous les gars qui connaissent le mouvement syndicaliste, qui ne savent même pas c'est quoi le syndicalisme. Et donc, ça devient le moment d'éducation pour les gars pour apprendre c'est quoi le syndicalisme. C'est quoi les causes que Michel Chartrand a défendues. Et de cette façon-là, Michel Chartrand il devient plus proche d'eux. Il est plus proche d'eux qu'il ne le croit. Et lorsque Michel Chartrand arrive, il est venu plusieurs fois d'ailleurs, les gars, ils savent à qui ils parlent. Et ce qui est bien aussi, c'est que Michel Chartrand, lui, il n'est pas devant un public ignare. Au contraire, non seulement il sait des choses que même d'autres ne savent pas. Et tout ça grâce à ces moments d'éducation et là j'ai donné l'exemple de Michel Chartrand, mais je peux en donner tous les invités. Tous les invités deviennent des objets, comment dire, des occasions pour permettre aux gars d'apprendre quelque chose. Je sais pas, moi, par exemple, tiens, Serge Bouchard, que nous avons reçu il y a 3 ans. Quel homme et quel personnage, quelle personnalité, quelle culture, Mais j'ai fait entendre aux gars 3 heures de vidéo, 3 heures de vidéo, pour qu'ils sachent c'est qui Serge Bouchard. Et après ça, de quoi nous allons parler avec lui. Et ça a donné... La vidéo avec Serge Bouchard, à mon avis, est incontournable. C'est quelque chose Et d'ailleurs, lui-même, il était tellement ému, mais tellement ému qu'il l'a dit, il avait les larmes ici, il dit arrêtez, ne m'invitez plus ici. Là. Il était tellement ému de voir autant de lumière, de choses extraordinaires. Il y en a un détenu qui avait, par exemple, qui a lu son livre, mais qui n'avait pas, que pouvait pas être là pour le rencontrer. Il a enregistré son témoignage en lui disant Serge, au moment où je te parle, je suis dans un camion. Le livre qu'il a lu, c'était Les yeux tristes de mon camion de Serge Bouchard, que j'ai fait lire à plusieurs détenus, et il lui dit, voilà, au moment où je te parle, je suis dans un camion, je me dirige vers le sud, je me dirige là où il y a du soleil, là où ma peau va être. Et là, il a fait tout un témoignage poétique, extraordinaire, en citant des passages du livre, et Serge il n'en revenait pas. Il était tellement... Donc, c'est d'une rencontre à l'autre, il faut qu'il y ait toujours 2-3 moments incroyables. Tu sais, avec la même chose avec Denis Arcand. Denis Arcand, c'était... Mais vraiment, lui aussi, il était très impressionné. Surtout, un moment où il y a un détenu qui est arrivé, puis il lui a parlé, il lui a raconté, il a dit, regarde, je vais te parler de quelqu'un, j'ai un ami. Et là, il dit, voilà, un ami s'est trouvé en prison parce qu'il a tué un homme. Il a tué 2 hommes. Ces 2 hommes ont violé sa sœur. Pour sauver son honneur, pour venger l'honneur de sa sœur, il les a tués. Il s'est trouvé en prison pendant ta. Et puis là, il fait tout son témoignage. Et à la fin, il lui dit, cet homme, je le connais très bien, c'est moi. Et il pose la question à Denis Arcand. Toi, Denis Arcand, si tu t'es trouvé dans la même situation que moi, si ta sœur devait par malheur, être violée par 2 hommes, est-ce que tu aurais agi comme moi?
Et la réponse immédiate de Denis Arcand, absolument. J'aurais fait comme toi. Et, et là, Denis Arcand, il est très touché par le témoignage et ça le ramène parce qu'il a une sœur, Denis Arcand, qui s'appelle Suzanne, qui est criminologue d'ailleurs. Et je sais que chez les Arcand, c'est vraiment une famille très soudée, très. Et là, il y avait un moment de vérité, un moment voilà, je donne des exemples comme ça, mais je peux parler pendant des heures, sinon des jours, de tous ces moments parce que j'aime bien, en parlant de souveraineté, j'aime bien l'illustrer avec des exemples. Je pense que ça donne une meilleure idée aux gens. Parlez-moi de cette anecdote qui est relatée aussi dans votre livre Vol de temps, avec une grande artiste aujourd'hui qui, à l'époque, était encore, je pense, locale, commençait sa carrière internationale tranquillement, Céline Dion, qui a accepté d'aller chanter, si je ne me trompe pas, c'est L'amour existe encore, pour une personne en tant que telle. Et vous dites une citation qui est extrêmement touchante. Vous dites, le gars après nous regarde et dit, ceux qui pensent que je vais revenir ici, ben ils se trompent. Et puis vous dites, ils vont m'attendre longtemps. Ils vont m'attendre longtemps. Ils vont m'attendre longtemps. Ouais. Et puis ce gars-là n'est jamais rentré à la prison de Bordeaux ou ailleurs en prison. Je ne sais pas s'il a été ailleurs en prison ailleurs, là. Mais l'effet, l'impact que les artistes peuvent avoir sur les détenus, à quel point c'est est-ce qu'ils s'en rendent compte, les artistes, quand ils vont là? Est-ce qu'ils ont une idée de l'impact qu'ils peuvent avoir? Je ne sais pas s'ils ont une idée, et même, je dirais, dans un sens, les artistes arrivent, c'est pour ça que j'invite surtout des artistes, ils arrivent vraiment avec toute leur bonne intention, en ayant le moins de préjugés possible, mais la façon avec laquelle les rencontres sont préparées, les artistes sont toujours très étonnés, surpris. Et vous parlez de Céline Dion. Céline Dion, ce gars-là, il vivait à Charlemagne. Oh, dans la ville de Céline Dion. Oui, oui, exactement. Et donc, d'ailleurs, avant de lui demander de chanter L'amour existe encore, il lui a dit au début, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Moi aussi, je viens de Charlemagne. Enfant, on jouait ensemble et on a même failli jouer au docteur. et Céline, elle est tout de suite séduite par l'esprit, par l'humour de ce gars-là. Il lui pose sa question, elle répond à sa question et à la fin, Céline dit, et qui sait, peut-être un jour, on jouera au docteur. Et pour que Céline dise ça, vous imaginez, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui, pour oui, que oui, Céline dise ça à côté de son chum, là, qui n'était pas encore officiellement son chum, mais c'est qu'elle était en toute confiance. Elle était dans un univers qui n'est plus la prison. Elle était devant des hommes qui lui parlaient avec leur cœur, mais aussi avec leur imagination. Des gars qui ont fait un effort d'imagination. Et là, j'en parle de lui, mais tous les autres qui sont passés devant elle, chacun a fait preuve d'une grande imagination, de poésie, etc. Et évidemment, lorsqu'elle a chanté, en fait, il a chanté 3 chansons. Il a chanté L'amour existe encore, Le monde est stone et Unison en anglais, qu'elle n'a pas chanté a cappella et sur laquelle les gars ils ont fait du breakdancing et tout. Là, les artistes, pour revenir à la question, est-ce que les artistes sont conscients de l'effet qu'ils ont sur les détenus? Je ne sais pas. Les artistes, ils viennent avec leur bonne volonté, mais
ce que je peux dire, c'est que souvent, quand je les recroise, et j'en connais pas mal d'artistes, comme, je sais pas, par exemple, des artistes qui sont venus très souvent, comme Richard Séguin et d'autres, à qui je raconte, je parle de tel ou tel détenu qui n'est plus un détenu, justement, qui travaille, eh ben, c'est sûr que ça leur fait énormément plaisir. Et ça les incite, justement, à revenir, à récidiver à Bordeaux. Et d'ailleurs, souvent, les artistes disent aux gars, me disent à moi, j'aimerais revenir, j'aimerais revenir. D'ailleurs, Céline Dion, parce que vous avez commencé avec Céline Dion, Céline Dion elle-même, à la fin de cette émission, tous les détenus, j'avais invité moi, j'ai passé le micro à tous les souverains présents pour leur dire, dites simplement en quelques phrases, quels sont vos rêves pour l'avenir. Et chacun exprimait son rêve. Moi, je veux devenir ci. Moi, je veux venir ouvrir un bar. Moi, je veux finir mes études. Moi, je veux écrire un livre. Moi, je veux, etc. Et arrivé à Céline Dion elle-même, d'ailleurs, avant Céline, il y avait René lui-même qui s'est exprimé en disant, moi, mon rêve, c'est d'être heureux. avec son ton de voix qu'on connaît. Voilà. Et puis après ça, Céline a dit, vous savez quoi, mon rêve? C'est de revenir un jour vous voir. Et il a ajouté, en espérant que vous ne serez plus là. Autrement dit, il a exprimé ce rêve. Bon, il l'a toujours pas réalisé, mais c'est pas grave. C'est que Céline a accompagné, je crois, il accompagne toujours tous les gars qui étaient là, encore aujourd'hui, je pense. Ils se sont privilégiés de l'avoir rencontré, de l'avoir entendu de si près. Et puis, je parlais de ce gars-là, mais j'en connais d'autres qui ne sont plus jamais revenus. Je ne peux pas dire que c'est nécessairement parce que Céline Dion, parce qu'ils ont rencontré Céline Dion, mais Céline Dion a fait partie de leur cheminement et pour certains a été peut-être la goutte qui a fait que, bon, là, franchement, après ça, là, je vois pas pourquoi répondre. Et exactement, ce gars-là est revenu une semaine plus tard, après avoir écouté L'amour existe encore, il est revenu pour dire jamais, son expression, c'est exactement comme ça, il dit, jamais toutes les injections que je me suis fait subir ne m'ont jamais fait autant d'effet que cette chanson-là, L'amour existe encore. Jamais une femme ne m'a fait autant d'effet que cette femme-là, cette voix-là. Donc, il y en a qui pensent que je vais revenir, ils vont m'attendre longtemps. Je ne l'ai jamais revu à Bordeaux. Je ne sais pas s'il est allé ailleurs, mais moi, je ne crois pas. Et je crois que quand il disait ça, c'était comme une espèce de résolution qu'il avait prise devant tout le monde. Et puis, je suis très heureux d'avoir insisté, parce qu'il fallait insister pour inviter Céline Dion. Il fallait vraiment déranger René Angélil pour et puis un jour, il m'a appelé à 11h le soir. Il était, je pense, en Californie. Il m'a appelé pour me dire « Mohamed, on est avec toi, Mohamed, on est avec toi, on va faire ça. Bah ouais, on est avec toi. » Et ils étaient là, et bien sûr, il y avait le Journal de Montréal, il y avait le Radio-Canada, il y avait des journalistes. C'est pas passé inaperçu. On a fait la première page du Journal de Montréal. C'était pas la première fois qu'on faisait la première page du Journal de Montréal, mais pour moi, c'est important, des événements comme ça, ils passent pas inaperçus. Parce que les artistes, justement, surtout les artistes, bon, on parle de Céline Dion, bon, ils ont souvent un peu de temps. Moi, je sais, bon, pour en approcher certains pour des entrevues, souvent, ben, ils ont toutes des équipes en arrière d'eux qui dirigent, ont des agendas pratiquement rodés à la minute près. Mais ils vous ont tous dit oui, ou à peu près tous, peut-être pas dans l'immédiat, mais éventuellement, là, quand l'occasion s'est présentée. Et puis, avez-vous été étonné à un moment donné de dire « Hey, tout le monde, tout ce monde-là, quand on regarde en arrière, tout ce monde-là m'a dit oui. » Puis, est-ce que justement, j'imagine que ça doit être une fierté de dire « Hey, j'ai réussi avec un projet qui semble, comme le disait Serge Ménard, l'ancien ministre de la Sécurité publique, une idée qui était complètement insensée, mais ô combien nécessaire. » Justement, ouais. Quand vous approchiez les artistes, comment on les approche, justement, dire, ben, voulez-vous venir en prison parler aux gars? Vous allez voir, c'est le fun. Ça va être quand même assez spécial, le pitch de vente qu'il faut faire pour intéresser ces artistes-là. Oui, mais en fait, là encore, je reviens un petit peu à mon passé.
faut pas oublier que je suis fondamentalement, d'abord et avant tout, un acteur, un comédien. Et j'ai donc un communicateur et je crois avoir usé de cette expérience-là dans mes approches. Juste pour vous donner un exemple, je suis, je pense, le seul animateur radiophonique, journaliste, à qui Pauline Julien a accordé une entrevue de 5 heures. Mais pourquoi Pauline Julien a accepté de faire ça avec moi? Parce que j'ai choisi les mots, j'ai choisi le moment, et on était dans une espèce de réception ici au centre-ville de Montréal, dans un festival de cinéma, et il y avait beaucoup de gens, et elle était là avec Gérald Godin qui était à côté d'elle et tout ça, et moi je la regardais, et je me suis approché d'elle et je lui ai dit, alors qu'il y avait du bruit et tout, je lui ai dit, et je lui parlais comme si on se connaissait depuis très longtemps, comme si on avait une relation privilégiée. Je m'approche d'elle et j'ai dit, Pauline, ça te tente-tu de passer la nuit avec moi? Et là, quand elle a entendu ça, moi je me dis, bon, ça va être une gifle ou 2 gifles, c'est pas grave, mais j'aurais tenté ma chance. Et donc, en m'approchant d'elle, quand elle a entendu ça, il s'est éloigné de son chum et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, je veux savoir si vous voulez passer la nuit avec moi. Là, il était comme ça, puis j'ai dit, autour d'un micro, à la radio, j'aimerais ça, je fais des émissions qui durent la nuit, toute la nuit. Et c'est exactement ça ce que je faisais dans les années 80, parallèlement à mon émission à Toit Arabe. Une fois par mois, je faisais une émission qui durait toute la nuit de samedi à dimanche, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et j'en ai fait beaucoup d'émissions. J'ai rencontré beaucoup de gens très connus, des stars de l'époque, des Gaston Mirand, des Gilles Carle, des ministres, vraiment. Et il y avait toujours cette approche un peu original pour les intéresser à moi. Et finalement, ils ne venaient pas à Radio Centre-Ville, ils venaient parce que ce gars-là les a approchés de cette façon-là. Donc, ils sont curieux. Et souvent, les gens que j'approche, c'est quand même des artistes. C'est des gens, des fous aussi, comme moi. Donc, il y a une connexion qui se fait, on se reconnaît, et puis, franchement, il y a de quoi écrire un livre, si je devais raconter toutes les anecdotes, juste comment j'ai approché tel ou tel artiste, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas une qui ressemble à l'autre, et souvent c'est par hasard, hein, parce que je les croise dans un coin, et souvent, quand je les mets devant le fait accompli, ils n'ont pas le choix de dire oui, ils s'engagent. Il y en a même qui reviennent. Plusieurs fois. Ils doivent se parler aussi entre eux autres. Hey, j'ai été faire ça, j'ai été là. Hey, si jamais ça te tente, je pourrais te mettre en contact avec telle ou telle personne. C'est un milieu de contact aussi. On le sait très bien pour y être. Et parallèlement à ça aussi, le projet s'est développé avec des films. Il y a le cinéma des souverains. Et d'ailleurs, je voudrais mentionner tout ça se retrouve sur un site internet souverain.qc.ca. Un très beau site à aller voir. Et puis d'ailleurs, le site nous accueille avec la citation de Serge Ménard qui dit « C'est un projet fou, insensé, mais ô combien nécessaire. » Je paraphrase un peu. Mais c'est à voir. Et je me suis attardé à écouter des films avec plusieurs comédiens, comédiennes qui viennent parler aux détenus, mais ce qui est le concept, c'est que la personne, les rôles sont inversés. La comédien ou la comédienne, elle, j'ai vu avec 2 comédiennes, on parle du détenu au détenu. c'est comme si l'histoire que la comédienne répète du genre, je suis enfermé ici en 2050. Mais le gars dit, pourquoi tu es enfermé? Pourquoi tu as choisi d'être enfermé ici? Parce que le juge t'a donné le choix. Il dit, tu pouvais aller. Mais elle dit non. Elle dit, là, ici, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barbelé, il y a une école, il y a une bibliothèque. Avant, la prison prenait le dessus sur l'école. Mais aujourd'hui, l'école
prend le dessus sur la prison. Et puis j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Puis de, de dire, il y a un paquet d'autres qui sont là, qui sont Ouais, tous là, et c'est à ouais, voir. Puis justement, j'ai été impressionné par quelques-uns des détenus. Je ne les voyais pas comme des détenus, je les voyais comme des comédiens, deux comédiens qui se parlaient. Ce genre de microcosme qui a été créé, c'est sur un fond noir aussi, une table, un fond noir. Euh, on a vraiment l'impression que c'est focalisé sur eux, mais sur la situation qu'ils vivent. C'est vraiment incroyable. Moi, je dis aux gens, allez voir ça. Ça vaut la peine. Comme on dit, il y a des talents qui sont cachés. Justement, est-ce que vous avez découvert à un moment donné, waouh, je ne pensais pas que ce gars-là était capable d'une telle introspection pour réussir à livrer un texte qui s'inspire de lui, dans le fond. ouais, ouais. Ben, vous savez, j'agis avec les gars un peu comme avec les comédiens professionnels. Je fais un casting. Je fais vraiment un casting. D'ailleurs, à tel point même que, parce que je m'inspire, quand j'écris le scénario, je m'inspire toujours des histoires qu'ils me racontent. Il y a toujours un peu d'eux là, dans leur réplique. Et parfois, il arrive parfois que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui va être jouée par quelqu'un d'autre. Parce que son histoire est intéressante, mais il n'est pas assez bon comédien pour la jouer. C'est un autre qui va incarner l'histoire de l'autre. Et ça aussi, c'est intéressant que les détenus s'identifient aux histoires des autres. Ils soient les porte-parole et le court-métrage que vous avez cité, c'est un peu peut-être le seul. J'en ai fait 15 ou 16. Là. Je pense que c'est le seul qui est un peu de science-fiction. On se projette en 2050 et on essaye d'imaginer qu'est-ce que la prison en 2050, comment il aura l'air, ou plutôt comment moi, en fait c'est un petit peu mon espoir, ma vision à moi de la prison que j'ai essayé d'exposer dans ce court-métrage-là, et c'est aussi la vision de beaucoup de détenus qui aimeraient bien que la prison un jour devienne carrément une école. Le mot correctionnel, quand on parle de service correctionnel, on peut donner au mot correctionnel toutes sortes de sens, mais le meilleur sens, à mon avis, c'est celui de éducationnel, c'est-à-dire que la prison devient un endroit où les gars, les filles vont apprendre réellement quelque chose et s'en sortir pour ne plus jamais y revenir. Parce que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Vous savez, moi je parle souvent dans les entrevues de Souverain Anonyme, je parle rarement de ce que je pense de la prison comme telle, pour une raison très simple, parce que je ne veux pas confondre les choses. Parce que quand je suis avec les gars, je ne parle pas de prison. Quand je suis avec les gars, on parle de création, on parle de futur, on parle de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. On quitte la prison. Mais ça n'empêche pas que depuis le temps que je côtoie la prison, j'ai développé une certaine vision, un regard critique sur la prison. Et j'ai essayé de l'exprimer dans ce court-métrage, justement, en imaginant la prison du futur. Et je suis très content de ça, d'autant plus que vraiment les comédiens là-dedans sont très, 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 très bons. Mhm. Et il m'arrive parfois d'envoyer ce court-métrage à des responsables pour qu'ils non pas pour changer les choses tout de suite, parce que c'est toute une société qui doit changer pour arriver à cette prison du futur, mais à mon avis, il faut au moins commencer à poser des questions. Il faut au moins commencer. La prison d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a un siècle, Non, n'est-ce effectivement. pas? Elle ne sera pas la même dans un siècle. Donc, bien que parfois il arrive des moments où on recule, hein. Il y a des moments où vraiment, je pense qu'on est dans une période où c'est pas très, très. Franchement, moi, j'ai connu dans les années 90 une prison avec des gens qui sont beaucoup plus ouverts, un peu moins, comment dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sécuritaire, hein, si je peux dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la sécurité, c'est devenu la religion. C'est le sécuritaire, le tout sécuritaire, comme on dit, et qui prend malheureusement beaucoup plus la place à la place de la réhabilitation, des programmes de réhabilitation, bien qu'il y a toujours des programmes de réhabilitation, mais la sécurité prend beaucoup trop de place à mon avis. Et en fait, pour aller au bout de ma réflexion là-dessus,
pour moi, la seule sécurité qui va, et la seule sécurité, la vraie sécurité, elle est dans la réhabilitation, justement. On offre une meilleure sécurité à la société en préparant des hommes qui sont de passage en prison, en les préparant à un futur meilleur. Là, on offre à la société une meilleure sécurité que comme celle d'aujourd'hui, où les les filles sont parqués. Ils sont parqués dans les prisons. Puis pour beaucoup, malheureusement, la prison devient une école de crime. Et la preuve, c'est que le taux de récidive, il est à 50-55%, ce qui est à mon avis trop si on se compare avec d'autres pays comme en Norvège, au Danemark, où le taux de récidive a baissé à 20, 21, 22, 23%. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des mesures pour cela et ils ont même créé des prisons sans gardien. Ça existe déjà en Norvège. Prison sans gardien, ça existe déjà. Il y a ici même au Canada, et ça c'est incroyable, comment le monde ignore totalement ça, il y a 8 prisons. 8. Au Canada, 8 prisons qui sont des prisons sans gardien, qui sont au cœur de la forêt. Et ça a été créé grâce à des demandes au départ, c'était des Amérindiens qui voulaient, comme vous savez, politiquement, on répond aux demandes, on veut faire plaisir aux Amérindiens. Donc, c'était pour répondre à des demandes spécifiques des Amérindiens pour leur dire on va appliquer nos propres méthodes pour réhabiliter nos détenus. Et dans ce projet-là, on a intégré aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des Amérindiens. Et donc, il se trouve, il y a même un très, très, très beau documentaire qui a été fait sur cette approche-là par mon ami Steve Patry, un grand documentariste, et c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait une émission là-dessus, sur ce documentaire-là, pour faire connaître, et puis j'en profite, j'en parle, parce que je veux que le monde sache que ça existe déjà. Mais on dirait que le Service correctionnel Canada ne veut pas trop qu'on l'en sache. Effectivement, parce que ça enlèverait le côté correctionnel, le côté châtiment un peu de la peine. Et puis d'ailleurs, vous le dites, ce qui amène le gars en prison, ça vous intéresse plus ou moins de ce qu'il a fait, mais c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Vous le dites, c'est un passage. Ils sont de passage en prison. Bon, il y en a que le passage s'étire un peu plus ou qu'il y a plusieurs passages. C'est un peu comme... on parle de dépendance aussi. On parlait... il y a des gens qui, de par leur dépendance, vont commettre des crimes, vont se retrouver en prison. Mais à un moment donné, je trouve que cette initiative-là, moi, je l'ai fait passer d'ailleurs à Radio Centre-Ville, l'émission Souverain Anonyme. Et à l'époque, je ne comprenais pas trop c'était quoi. Je ne voyais pas qu'est-ce que ça pouvait apporter. Mais en y repensant, puis quand j'ai pensé à vous pour l'émission, je me suis dit, mais voilà une belle façon d'enlever cette pensée-là de crime, mais de la remplacer par une pensée artistique. Dire, hey, je peux faire quelque chose d'autre dans ma vie qu'un crime. Je peux être un artiste, je peux être quelqu'un qui va s'exprimer d'une autre manière. Et en même temps, on parle beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'être. Juste d'être, soit d'être entendu. Eh bien, c'est une belle manière pour ces gars-là de se faire entendre. Et de se faire entendre autrement que du point de vue de « je suis un prisonnier ». On efface ça. Je suis un artiste, je suis autre chose qu'un prisonnier. Oui, absolument. Et d'ailleurs, souvent, le problème, il est avec les détenus eux-mêmes. Il y a des détenus qui se condamnent. Le pire, ce n'est pas la condamnation du juge, c'est lorsqu'un détenu se condamne lui-même comme un prisonnier, comme un criminel, comme un bon-à-rien, comme un non-citoyen. C'est ça, moi, quand j'entends ça, les oreilles me dressent parce que je réagis souvent quand j'entends ça. Moi, je ne suis pas un citoyen. Non, tu es un citoyen. Mais même, tu es plus citoyen que n'importe quel citoyen parce que tu es au cœur du système, là. Tu es dans une prison, là. OK? C'est toi qui as donné
l'autorisation, la permission au juge de t'envoyer ici. OK? Et tu es en train de payer ta dette à la société. Tu es un citoyen. Il y a des citoyens qui ne payent pas leur dette à la société, qui ne payent pas, qui ne font pas leur devoir. Toi, tu le fais. Donc j'inverse un peu son raisonnement pour faire de lui un homme qui assume ce qu'il a fait et qui va aller jusqu'au bout et qui va en tirer une leçon de ce passage-là pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais pour cela, il faut commencer par assumer. OK? Et surtout pas ne se voir comme autre chose. Si t'es pas citoyen, t'es quoi? C'est quoi ça, cette histoire-là de « je suis pas un citoyen ». Et donc, pour les amener, les accompagner dans ce processus-là, il faut, dès le départ, que moi en tant qu'éducateur, je mets complètement de côté pourquoi ils sont en prison, quel crime ils ont fait. Je ne veux pas le savoir. La seule fois où je l'ai su, la seule fois, c'était la fois où le gars, par hasard, je l'ai entendu dire qu'il avait tué 2 hommes pour venger l'honneur de sa sœur. C'était la seule fois en 30 ans qu'un détenu a parlé de son crime. C'était devant Denis Arcand, mais il a fallu qu'il en parle très très bien aussi. Il fallait qu'il dise qu'est-ce qu'on a retenu, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une rencontre, on peut la trouver dans le site. Il y a un petit film juste avec ce détenu-là, qui n'est plus détenu d'ailleurs. Ça s'appelle Le Boulet, vraiment Le Boulet. Et c'est une entrevue que j'ai fait juste entre lui et moi pour nous raconter vraiment son histoire, bien comme il faut, parce que je voulais, même à un moment donné, je voulais qu'un cinéaste s'en inspire et fasse un film, parce que son histoire, c'est un très beau film, magnifique. Voilà. Donc, oui, l'idée de on peut pas cheminer sur la voie de la réhabilitation si on reste prisonnier de soi-même, prisonnier d'un certain passé, prisonnier d'étiquettes, de préjugés sur soi-même. Donc, là-dessus, je n'ai aucune difficulté à les brasser un peu, parfois même à les... Comment dire parce que les gars en prison, le plus beau cadeau qu'ils me font, c'est celui de leur confiance. Mm-hmm. Et à partir du moment que je sais que j'ai leur confiance, j'ai la permission de les brasser. J'ai la permission de leur parler. Bien sûr, on ne verra jamais ça à la radio, parce que ça se passe dans la partie éducation, là. La partie où il n'y a pas de... On est off the record, là. Et c'est là où il peut m'arriver parfois de brasser, et pas à peu près, un gars qui va me dire une bêtise sur lui-même. Et étonnamment, parce que les gars me font confiance, je suis arrivé à amener quelques gars à une certaine prise de conscience d'eux-mêmes, à se connaître mieux. Juste, il y a un chapitre dans le livre, Vol de temps, c'est un dialogue entre moi et un gars qui voulait aller en Afghanistan. Nous sommes en 2002 et le gars se dit, je prends un billet d'avion simple, je m'en vais en Afghanistan et je deviens terroriste. Alors, je peux vous en parler puisque j'en parle dans le livre. Et ce gars-là, je me dis, OK, moi dans ma tête, je me dis, bon, j'ai un choix à faire là, j'ai un dilemme. Mm-hmm. J'appelle les autorités ou j'essaie quelque chose avant ça. Parce que si je fais tout de suite appel aux autorités, je risque de ne pas régler le problème, au contraire de l'aggraver. Mais si je me sers de la confiance qu'il me fait, ce gars-là, parce que pour qu'il me dise ça, c'est parce qu'il m'a fait confiance. Absolument, parce qu'il aurait pu penser, justement, première chose, il va appeler les autorités, puis je vais être c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas la main vite sur la gâchette, comme on dit. J'ai brassé ce gars-là. Je l'ai brassé pas à peu près. Ça a donné lieu à un dialogue très, 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 très fort, là, qui peut faire l'objet vraiment d'un film, d'un petit film, parce que j'ai repris tout ce dialogue et je suis arrivé à la fin. Parce que le problème était très simple. Parfois, le problème n'est pas si gros là que ça. Le problème, c'était que les autorités judiciaires l'ont privé de voir son fils. Et il ne pouvait pas imaginer
qu'on le prive de son fils, de le voir. Et donc, ça a monté dans sa tête, ça a donné à des idées pas très catholiques et pas musulmanes non plus. Et une fois que j'ai su c'est quoi le petit problème, ben, je l'ai réglé comment? Vous savez comment? Non? J'ai parlé avec son ex. J'ai Ah, appelé son ex. Et je lui dis, voilà, je te dis pas quoi, ni rien. Je lui ai pas donné aucun détail. Je lui dis simplement, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois aller avec ton enfant rendre visite à son père. C'est tout. Et j'ai pris beaucoup de temps pour la convaincre, parce qu'il n'était pas convaincu du tout. évidemment. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Et c'est ce qui a ramené ce gars-là sur la bonne voie, sur la voie de la raison. Et si j'avais appelé les autorités, pensez que j'aurais réglé un problème, moi. Ça aurait été juste reporté à plus loin, là. Voilà, voilà. Et je n'ai raconté, j'ai jamais raconté cette anecdote que quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, est-ce que je la rapporte ou pas? Et maintenant, comme je me dis, avec le temps, je me dis, bon, ça quand même, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de, il faut que je la raconte. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'il y a deux autres enfants avec cette femme. Il y a eu deux autres enfants avec cette femme. Wow. Donc, en sortant, il a repris la relation Oh, et ça a oui, oui, continué. oui, oui, mais je lui ai dit, regarde, t'es plus dans ton pays d'origine, là, où tu peux parler à une femme n'importe quoi, là, tu lui dis n'importe quoi, là. Hein? Même là-bas, t'as pas le droit. Même là-bas, t'as pas le droit. Sauf que, disons que ça fait partie d'une certaine mentalité. Hein? Mais ici, il y a même des règles, il y a des... Alors, cette femme-là, et là, c'est incroyable, parce que moi, je l'ai ramenée au moment où il est tombé fou amoureux de cette femme avec qui il a eu un enfant. Je l'ai ramené à ce moment-là. Et je lui ai dit, s'il y a toujours cette flamme, c'est à toi de trouver. Parce que moi, je répondais jamais pour lui. Hein. Je lui posais des questions, il faut vraiment lire ça. Je lui posais des questions et je l'ai amené lui-même à trouver la réponse. C'est lui-même, par lui-même, il a trouvé la solution, les réponses. Et la même chose pour la femme, quand je lui parlais, je lui posais des questions et je lui disais franchement, là, c'était toujours l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant que le père ne le voit pas, ne lui parle pas? Quand même que le juge a décidé ça, bon, c'est une décision légale, mais est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est légitime? Vous connaissez mieux que le juge cet homme-là. Vous savez très bien qu'elle peut donner sa vie pour son fils. Pourquoi lui en priver? Et voilà. Et après 30 ans de Souverains Anonymes, vous avez annoncé que vous vous retirez du projet en 2019. La décision a quand même dû être assez difficile à prendre. Et vous avez passé un peu le projet. Le projet ne se continue plus à la radio, mais se continue ailleurs, de par le site Internet d'ailleurs aussi. Mm-hmm. Après 30 ans, bon, vous disiez, bon, j'arrive à un certain âge plus avancé, j'ai le goût de faire autre chose, j'ai une vie aussi, à un moment donné. Mais comment les gars ont pris ça? Est-ce que ça a été une déception totale ou est-ce qu'ils ont compris le pourquoi que vous arrêtiez? Euh, en fait, c'est que comme moi, je rencontre toujours des nouveaux. Mm-hmm. Donc, il y a des gars qui arrivent, puis ils connaissent sur Anonyme seulement peut-être quelques semaines et tout ça, ils n'ont pas un attachement. Ceux qui ont été plutôt surpris, qui ont pris ça avec une certaine tristesse, ce sont des anciens détenus, des ex-détenus, des gars qui en avaient beaucoup profité et pour qui ça a apporté quelque chose. C'est beaucoup plus pour eux. Il y a bien sûr, il y en a parmi les gars qui étaient là aussi, mais c'est une décision que j'avais annoncée longtemps à l'avance, que Souverain Anonyme, dans sa formule qu'on connaît, va terminer, qu'il y a une fin à tout, et qu'à un moment donné, je vais passer à autre chose. Quand je dis à autre chose, c'est juste parce que c'est la force de l'âge, et puis qu'à un moment donné, il faut bien que je prenne ma retraite aussi. Mais je corrige un petit peu votre information, c'est que je n'ai pas complètement quitté. Ce que j'ai quitté, c'est la formule telle qu'on la connaît.
mais j'ai proposé tout de suite à l'administration. L'administration eux-mêmes, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, on a un studio, on a des moyens, on a tout ça, ça va. Qui va diriger tout ça? C'est pas évident là d'amener quelqu'un comme ça là. Et ils m'ont demandé est-ce que mon fils pourrait prendre la relève, parce que j'ai un fils musicien qui a participé beaucoup à mes émissions en tant que musicien, en tant que directeur musical. Non, il peut pas parce que il a ses propres projets. Et finalement, j'ai proposé simplement, j'ai dit, écoutez, je garde la main avec un projet nouveau qui s'appelle Je est un autre. Je suis toujours dans le même local, le même studio. Je suis là 1 jour par semaine au lieu de 2 jours par semaine. Et je vais travailler donc à demi-temps. Je vais travailler aussi sur le site. Je ne fais que archiver, numériser Souverain Anonyme tous les jours. Je fais ça. Et je vais rendre visite aux gars avec un atelier théâtral. Je est un autre. C'est un atelier théâtral dans lequel j'invite les gars à parler d'eux-mêmes, à raconter le roman de leur vie à la 3e personne. Et cet exercice-là, je l'ai commencé déjà cet automne. C'est magnifique de voir comment les gars embarquent dans ce... Au début, ils ne savent pas comment, parce que c'est pas évident là, de parler de soi, mais vraiment de soi, mais toujours en disant « il ». Mais à un moment donné, il y en avait un qui a réussi à prier. C'est un peu comme quand tu prends ta vitesse de croisière, là, puis là, tu es bien. Il était tellement loin que nous avions tous l'impression qu'il avait oublié que c'était lui qui parlait. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'amener un gars à prendre une distance par rapport à lui-même, par rapport à son expérience, et pour qu'il atteigne une certaine lucidité. C'est ça le but. Et en ayant je pense que n'importe quelle personne, lorsqu'il a une distance par rapport à lui-même, une distance par rapport à un problème, il est plus disposé à le régler, on va dire. Et donc, c'est ça un peu l'exercice, par le théâtre, parce que c'est l'exercice théâtral. Là, je ramène ma propre expérience théâtrale, je leur apprends vraiment à faire du théâtre sur scène, comment parler, comment projeter sa voix, mais toujours en ayant une histoire à raconter. Cette histoire, c'est la leur, mais toujours à la 3e personne. C'est le projet que maintenant on est en pleine pandémie, puis les activités sont un peu suspendues, mais j'ai hâte de les retrouver et de continuer, parce que le peu qu'on a commencé est déjà très prometteur. D'ailleurs, juste pour vous dire, je vais parfois, je vais un petit peu, je vais dans les secteurs des détenus, pour faire mes listes, pour les rencontrer, savoir si tout va bien et tout ça. Et la toute dernière fois que je suis rentré dans le secteur, vraiment on est dans l'enceinte carcérale, vraiment on est dans le win comme on dit. Là. Je rentre puis j'entends qu'il dit hey, « il a faim, hey, il veut boire là, puis il a faim, puis tabarouin, il est tanné en asti. » Puis il parlait de lui, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui est arrivé avec cet exercice, puis on dirait que que l'exercice s'est répandu déjà. Puis il y a plein d'autres gars qui ne sont pas dans mon activité, mais qui s'entraînent à cet exercice. Et je trouve que c'est magnifique parce que ça... C'est pas... « Je est un nom », c'est une phrase d'Arthur Rimbaud, d'un de ses poèmes, et que Louis Jouvet, très grand comédien, acteur français, a repris comme devise de son propre théâtre. Je est un autre. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, avec ma propre expérience dans le théâtre, je pourrais peut-être, je vais essayer quelque chose. Et c'est ça, c'est ce que je fais maintenant, j'essaye. J'ai toujours fait que essayer, moi, avec les gars. Hein. Souverain Anonyme, c'est un laboratoire de création et nous sommes rendus là. Eh bien, on n'a peut-être pas passé la nuit ensemble, mais on a passé quand même plus d'1 heure. Merci beaucoup, Mohamed Lotfi. C'est vraiment une inspiration pour les autres ailleurs, et en espérant que ça fasse des petits ailleurs dans les autres pays. C'est pour ça que je voulais en parler. Et même ailleurs au Canada, il faut donner une expression à ces gars-là. Merci beaucoup. Je termine en disant d'aller consulter le site souverain.qc.ca et aussi le livre Vol de temps. Merci beaucoup, Mohamed Lotfi. C'est un plaisir.
C'est vraiment moi qui vous remercie, Sylvain. Vous êtes très sympathique et vous mettez le monde très à l'aise pour se raconter. Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est la vocation même d'un animateur. Ben, tout Vous comme êtes vous. formidable, vous êtes sympathique, vous êtes formidable. Merci infiniment de Merci m'avoir beaucoup. donné.